Je vais parler un petit peu des raisons pour lesquelles je suis ici, et j'essaierai, en me présentant, pas en général, mais par rapport à Lille, par rapport au travail de la poésie, par rapport à la réflexion sur l'autobiographie et sur le sacré, de voir un petit peu si mon parcours a une raison d'être ici maintenant, si je ne suis pas un imposteur, si je suis juste dans la présence ici. Et quand on posera des questions, on aura peut-être des réponses. La Sicile, parce qu'on va parler de la Sicile quand même, est arrivée dans ma vie très tard comme la preuve que des choses que j'avais imaginées existaient. Donc, le commencement de ma vie, le tout petit commencement, a été hanté par un certain nombre de choses. Et une de ces choses, c'est les îles. C'était en réalité deux petites îles, que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont deux îles sur la côte française, donc des îles minuscules. Une qui est sur la côte atlantique, qui est tournée vers l'Atlantique et vers les Amériques. Une île qui s'appelle Belle-Île-en-Mer, donc qui est une île au large de la Bretagne. Et l'autre qui est une île méditerranéenne, donc un tout autre esprit, même si c'est toujours autour de la France, qui s'appelle Porquerolles et qui se trouve à Toulon, sur ce qu'on appelle la Côte d'Azur, la Riviera. Et j'avais un grand-père qui avait une tradition familiale à Belle-Île-en-Mer et une grand-mère, la femme de mon grand-père, qui avait une tradition familiale à Porquerolles. Donc j'avais, dès l'enfance, un moment des vacances qui était l'île Atlantique, l'île septentrionale, et un moment, les mêmes vacances, un peu plus tard, où j'avais l'île méditerranéenne. Et cet élément-là, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais enfant, mais m'a terriblement structuré. J'ai été, sans que je le sache, parce qu'évidemment, on est emporté par la vie, par les études, j'ai été structuré par la présence, comme le cerveau gauche et le cerveau droit, par la présence de deux îles semblables et différentes qui me donnaient le désir de quelque chose. J'ai été dans le libido insulae, le désir d'île, toute ma vie, mais je ne le savais pas. Alors évidemment, je ne suis pas, comme mon ami Christian Gattard, quelqu'un qui cherchait les îles au sens géographique. Hein? Je ne savais pas que j'aimais les îles. Je ne savais pas que les îles étaient le nom secret de mon rapport au voyage, de mon rapport à l'amour, de mon rapport à la littérature. Je ne le savais pas. Il a fallu un déclic pour que tout d'un coup, cela et d'autres choses encore, mes premiers romans, ma passion pour le monde gréco-latin, peut-être même mon éducation catholique, qui à l'époque où je l'ai connue, mêlait encore le monde gréco-romain, le latin, l'humanisme dans une sorte de melting pot, où la religion n'avait aucune importance, mais où culturellement c'était très présent et très fort. Et tout ça travaillait à travers mes études, à travers mon enseignement, à travers mes premiers livres, à travers mes premiers mariages, jusqu'au moment où il y avait dans le futur, dans mon futur, quelque chose qui m'attendait, qui n'avait pas de nom, et qu'un jour j'ai trouvé, un jour il y a 20 ans, et qui s'appelait la Sicile. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui ce soir, c'est parce que la Sicile a été, sans aucune intention géographique ou politique ou culturelle, a été tout d'un coup le déclic, tout comme ce qu'on appelle dans les églises gothiques la pierre au sommet qui tient tout l'édifice, comme si le sens secret pouvait avoir un mot code, et ce mot c'était île, isola, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je connaisse la Sicile, ni que j'oserais pas dire que je suis un grand ami de la Sicile, c'est ce qu'on dit dans les discours politiques, mais c'est vrai, pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a certains moments de sa vie, certaines rencontres, certains lieux, certaines personnes, qui sont en apparence comme les autres, sauf qu'ils ont une force un peu plus grande, qui est, j'ai envie de dire, la force symbolique ou le moyen, le passage secret pour arriver d'un moment de son cerveau à un autre moment. Et la Sicile, à 2 reprises,
a été ce moment-là. Il y a 20 ans, quand j'y suis venu pour la première fois, et il y a 4 ans, quand je suis venu à la rencontre de Trinarca organisée par Radio Valastro. Et dans la dernière partie de mon intervention, parce que je promets de ne pas être très long, j'expliquerai comment les deux choses se sont connectées et aident aujourd'hui à mon écriture. Même quand je ne pense pas à la Sicile, d'une certaine manière, elle me fournit une arme secrète. Et puisque nous sommes entre nous, je vais vous raconter un secret. C'est le secret de ma première visite en Sicile, il y a 20 ans, c'était en 2000. À l'époque où je ne connaissais pas encore Trinarca, je n'étais jamais venu à Catagne, je ne connaissais pas Orazio. C'est l'année où pour la première fois, j'étais un obscur poète, un obscur romancier, un obscur écrivain, la première fois où j'ai eu des preuves que j'avais une existence sociale. La même année, j'ai reçu de 2 universités un message. Il y a un étudiant, une étudiante qui fait un mémoire de fin d'études sur vous. Et ça n'a l'air de rien, vous dites, bon, un mémoire d'université, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, tout d'un coup, ça voulait dire, je ne suis pas simplement quelqu'un qui écrit pour 10 personnes. Tout d'un coup, il y a une sorte de caméra qui recule comme ça et qui commence à montrer l'ensemble. Et alors, évidemment, j'étais pour la défense des mémoires dans ces 2 universités, j'étais invité à partir, à participer, assister à la défense, cette défense publique. Et donc, j'ai été assisté à ces jurys, enfin, je regardais, et puis à la fin d'un des 2 jurys, la fille qui avait brillamment expliqué qu'il y avait un écrivain qui s'appelait... Bon, et qui avait fait un gros travail. J'ai été la féliciter, bravo, merci. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites maintenant? Elle m'a dit, je pars en Sicile, je vais découvrir la Sicile. Et j'ai dit, c'était vraiment presque idiot de ma part, mais un peu par politesse, comme ça, j'ai dit, je peux venir avec vous? Et elle a dit oui. Et alors, on a fait un périple de 15 jours. Elle avait loué une voiture et on circulait dans toute la Sicile. Et c'était pas un voyage amoureux, enfin peut-être qu'il y avait un peu d'amour dedans, mais c'était une sorte de miracle bizarre le jour où je commençais à croire que peut-être j'étais pas aussi seul que je le pensais. J'ai découvert la Sicile et j'ai reconnu la Sicile. Et je termine, et quelques années plus tard, j'ai écrit un long poème sur la Sicile qui a l'air de parler de la Sicile, des églises, de Messine, de Syracuse, tout ça, et c'est vrai, elle en parle, mais qui parle aussi du voyage secret d'un écrivain dans une voiture avec une petite étudiante et qui découvre le monde et qui dit « mais je reconnais tout ça, ce lieu, ces temples, ces routes, ces falaises, ce volcan, tout ça. Dans une vie antérieure, peut-être, j'attendais que ça. » L'insularité dont je parlais tout à l'heure, c'est pas une géographie, c'est un état d'esprit. La grandeur d'une île est très importante pour être conscient que c'est une machine, une île, que c'est un rapport au monde. C'est pas par hasard si tout à l'heure je vous disais que c'était 2 très petites îles qui avaient structuré mon imaginaire. Parce que, évidemment, dans une certaine mesure, vous parliez du Portugal, mais dans une certaine mesure, la France aussi est une île. Si on voit son énorme côte, et puis à droite, la partie où il n'y a pas la mer, il y a l'Allemagne, ce qui est un autre gouffre. On pourrait dire, et quand on est à Manhattan, quand on est à New York, on est sur une île, et quand on regarde le globe terrestre, qu'on fait tourner, vous savez, sur un pied, le globe terrestre comme ça, on pourrait découvrir une idée toute simple, c'est que tout est île. Il y a toujours un moment où même un continent, même quelque chose d'énorme comme l'Eurasie, il y a des eaux qui tournent autour et qu'on peut regarder l'ensemble des continents comme d'énormes îles. Donc la taille permet de comprendre
comme un microscope permet de voir ce que le monde serait avec un télescope. L'infiniment grand, l'infiniment petit, étant l'un dans l'autre comme des poupées russes et permettant de comprendre dans quel monde on vit. Il me semble qu'il arrive aux gens, à chacun d'entre nous, ce qui doit lui arriver. Non pas à cause du destin, mais parce que notre vie nous structure d'une certaine manière et nous rend accessibles plutôt à certaines choses ou plutôt à d'autres. Je ne crois pas que ma première rencontre avec la Sicile ait changé mon écriture, parce qu'elle est venue confirmer ce que j'étais déjà. Il est arrivé à la Sicile, j'ai reconnu la Sicile comme étant importante pour moi, parce que j'étais prêt, parce que déjà mon écriture me menait vers ça. C'est pas le contraire, c'est de l'imaginaire à la réalité, et pas de la réalité à l'imaginaire. On l'a vu avec l'enfermement lié au Covid, hein. Et je me disais, comme chez vous, sans doute pendant un certain nombre de mois, il y avait quand même très fort un confinement, hein. Et je me disais, au fond, ça, pour moi, ça révèle juste que je suis écrivain. Qu'est-ce que ça change pour moi? Je veux un peu moins dans les cafés, mais sinon, je suis dans mon île, hein, dans mon île, avec mon écran, avec la fenêtre, avec le jardin, avec le travail, avec les échanges. Parce que quand, dans un bureau, on envoie un message à quelqu'un qui est loin dans le monde, on ne fait rien d'autre que ce que je pourrais appeler l'effet de l'île, comme une petite île est connectée au continent qui est tout près, etc. Il y a la connexion souterraine par la mer, et puis il y a la connexion à la surface qui est directement le prolongement. Quand on voit les côtes de Calabre et celle-ci, c'est comme une ligne pointillée. Il y a à un moment donné un petit saut dans le vide, et puis c'est le prolongement. C'est pas uniquement une coupure, c'est une connexion aussi. Le hasard s'est arrêté la première fois que je suis venu en Sicile. Oui. Après, il n'y a plus que des signes du destin. Et je voudrais dire encore quelque chose par rapport à non pas aux îles, parce que la théorie sur les îles, on essaiera de la faire un peu samedi, mais sur la perception de l'île. Au fond, pour être tout à fait franc, pour moi, c'est peut-être ce que vous sentez aussi, pour moi, je me sens vraiment dans une île quand je peux voir que c'est une île. Quand je monte au sommet d'une petite île et que je tourne et que je le vois la mer partout. Si il faut prendre une voiture et rouler pendant des heures pour voir l'autre bout de l'île, c'est encore une île évidemment, mais c'est plus la perception de l'île, c'est plus le déclic poétique. Moi, au sommet de quelque chose, je tourne mon regard à 360 degrés et je vois la mer tout autour. Donc, je suis au cœur d'une solitude riche et c'est tout à fait différent. Ici, en Sicile, je sais pas, on se promène dans Catane, on marche pendant des heures, on prend une voiture, il faut faire 1 heure pour arriver à l'Etna. C'est pas une vraie île, c'est une île continent déjà. Le principe de l'île, pour moi, fonctionne dans les deux sens. À partir de l'île originelle, partir à la recherche du monde, mettons que ce soit le voyage d'Ulysse, hein, c'est une chose, mais à partir du vaste monde, retourner vers un point central, qui n'est pas forcément une île au sens géographique, mais retourner dans une ville qu'on connaît, où on a ses marques, etc. Tout d'un coup, ou même chez soi, après un long voyage, quand on rentre dans sa maison, après avoir été longtemps absent, et que même l'odeur, pendant quelques minutes, est une odeur étrangère, parce que on a respiré d'autres airs, tout ça, et on n'a pas encore, on ne s'est pas encore réapproprié sa propre maison. Et puis, à un moment donné, au bout d'un jour, ou au bout de 2 jours, on est de nouveau chez soi. Donc, ce n'est pas le mouvement de partir vers le large, c'est parfois aussi le mouvement de revenir du large vers un noyau dur. Et ce noyau dur, c'est bien sûr chez soi, où c'est chez soi, c'est bien sûr une île au sens métaphorique, mais c'est le cœur de son propre réacteur, parce que fondamentalement, je pense que le principe de l'île, c'est le principe du cerveau
enfin de l'esprit ouvert sur le monde et complètement fermé dans une boîte crânienne, totalement autonome comme dans un scaphandre et totalement connecté sur le monde. Et je crois que ça va dans les deux sens si on ne comprend pas tout à fait ce que c'est. J'ai remarqué à un moment donné dans la discussion que la notion d'île, avec l'exemple de la Sicile, commençait à se confondre parfois, enfin, positivement, avec la question de la terre natale. Évidemment, un certain nombre d'entre vous, peut-être la plupart, peut-être tous, est issus de la Sicile. Certains sont peut-être arrivés plus tard, etc. C'est votre terre d'appartenance. Et quand monsieur disait, quand on vient à l'extérieur, qu'on circule, c'est une insularité de luxe, enfin, c'est pas ça que vous disiez, mais c'était à peu près ça, c'est évidemment vrai. Il y a quelque chose, c'est un élément parallèle à notre réflexion ou à notre discussion sur l'insularité. Il y a quelque chose qui est, quel est notre rapport avec notre terre natale? Est-ce que nous avons le désir de la terre natale ou est-ce que nous avons aussi un jeu d'amour-haine où nous avons le rejet de la terre natale? Parce que la terre natale, c'est aussi, la plupart du temps, enfin, la terre natale au sens large, les parents, la famille, l'ennui du premier âge, la scolarité difficile, les parents, les adultes qui méprisent les enfants, qui les font taire, enfin, que sais-je, des tas de choses comme ça. C'est pas, l'enfance n'est pas un paradis, la terre natale n'est pas forcément associée à des choses positives. Je pense qu'il est rarissime qu'un adolescent, par exemple, n'ait pas eu envie, par rapport à son lieu d'origine, de partir. Et partir en termes brutaux, ce qui s'appelle, en langage courant, foutre le camp. Décamper, lâcher tout ça et aller voir ailleurs si c'est pas mieux. Et donc, l'île, pardon, je finis. Et l'île ne pose pas que la question de la terre natale, elle pose la question de l'espace indéfini, renouvelé. Elle pose la question de l'île imaginaire manquante qui pourrait s'appeler l'Atlantide. Quand je vais, c'est la troisième fois que je viens à Catane, et la troisième vraie fois, et quand j'y vais, ma femme me dit « Ah, tu vas à Catane ?» Comme un ami pourrait dire « Ah, tu vas la revoir ?» Et c'est vrai que je vais à Catane, un peu comme je dis Catane plutôt que la Sicile pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, un peu comme on va à un rendez-vous d'amour. Et est-ce que c'est un héritage de l'aventure de Trinarca? Sans doute, mais c'est aussi une forme de bonheur léger. Bon, soyons sérieux, le bonheur n'est pas un but en soi, mais c'est un bon GPS. Là où on sent qu'on est bien, qu'on va bien, c'est bon signe, quoi. Aller vers où on ressent du rejet, du ressentiment, de l'ennui, du malheur, c'est pas le bon GPS, il n'est pas bien réglé. Quelque part par ici, mais c'est une Sicile à la fois réelle et imaginaire, je sens que c'est positif. C'est que quelque chose, et à la fin, ce quelque chose, c'est toujours l'esprit, c'est toujours la création. C'est pas les bonnes pastas, c'est bien, mais c'est pas ça qu'on cherche fondamentalement. Quelque chose qui veut dire, oui, hein, c'est le pôle magnétique positif, se trouve sans doute dans quelques lieux du monde, mais certainement à Catane, il clignote.